Les imprimantes 3D, révolution en marche ou simple mode? Nous avons mené notre petite enquête. Les imprimantes 3D, c'est comme des sandwichs. Miam! Au lieu d'ajouter des couches d'ingrédients, on colle des couches de matière les unes sur les autres. L'imprimante sait ce qu'elle doit créer grâce à la conception assistée par ordinateur. L'aventure de l'imprimante 3D a commencé dans les années 80. Bien que d'autres personnes et d'autres entreprises ont investi dans l'impression 3D auparavant, c'est Charles Hull qui est connu pour être le premier à créer un prototype et le breveter. À l'époque, une imprimante 3D coûtait environ 300 000 €. Aujourd'hui, une imprimante 3D très performante coûte environ 1 750 €. Il existe même des modèles à 45 €, le choix est vaste. Bien, mais comment l'impression 3D a-t-elle pu se démocratiser au lieu de rester une technologie de pointe? C'est parce que le brevet de cette invention est entré dans le domaine public en 2009. Plusieurs entreprises ont alors pu se mettre à produire des imprimantes 3D. Aujourd'hui, cette technologie est bien plus accessible. Les coûts des imprimantes ont baissé et la demande a augmenté. En 2010 déjà, cet appareil était chose commune chez les particuliers et dans les entreprises. Les gens sont libres de créer des nouveaux produits par eux-mêmes sans devoir faire appel à des fabricants. Aujourd'hui, les imprimantes 3D sont utilisées pour plein de choses cool. Par exemple, des médecins ont réussi à créer des membres et même des reins en impression 3D. Découvrons ensemble quelques créations incroyables réalisées avec ces appareils. On peut imprimer une maison en 3D. Et ouais, ces machines peuvent utiliser différents matériaux comme du bioplastique, du béton ou de l'argile pour construire des structures. Une société appelée Alquist construit des maisons abordables, durables et modernes en utilisant l'impression 3D dans les zones rurales. La surface de ces maisons varie entre 120 et 140 mètres carrés. Ce sont des maisons conçues pour une ou plusieurs familles, destinées à différents usages, voire des résidences pour personnes âgées. Une maison totalement imaginée grâce à cet outil a été construite en Allemagne. Un autre exemple nous vient d'une entreprise chinoise appelée Vinsun. Ses membres ont réalisé un immeuble de 5 étages. Les chercheurs sont capables de reproduire des tissus biologiques humains à l'aide d'imprimantes 3D. Écoute ça, dans un laboratoire, des experts ont créé une oreille humaine à partir des constituants cellulaires d'un patient. L'impression 3D représente un vrai progrès scientifique et l'opportunité de créer des objets incroyables. Merci aux fabricants soucieux des consommateurs d'avoir ouvert la porte aux imprimantes 3D pour tous. Voici une femme qui a imprimé son plâtre en 3D afin de pouvoir prendre sa douche avec. Exemple fun, une Pokéball. Une expérience familiale. Ils ont construit un droïde en taille réelle. Apparemment, les droïdes sont plutôt grands dans la réalité. Cette personne a imprimé son côlon en 3D en utilisant un IRM qui lui avait été fait avant que l'organe ne soit retiré. C'était un cadeau pour le chirurgien qui lui a sauvé la vie. J'aurais adoré voir la tête du médecin quand il a ouvert la boîte. Les gens aiment bien utiliser les scans IRM. Voici un autre exemple. Cette fois, c'est un cerveau. Qui veut imprimer un labyrinthe en 3D? Cette personne a démarré son projet en utilisant un plastique appelé PLA. Il l'a ensuite recouvert de 10 couches de céramique. Puis, il a testé d'autres matériaux comme le bronze fondu. En d'autres termes, il a utilisé une impression 3D pour créer la base du labyrinthe, mais il l'a rendu encore plus intéressant en ajoutant d'autres matériaux. Bienvenue dans la vallée mystérieuse. Une société de design et d'impression 3D sud-coréenne a produit en masse des robots ultra réalistes. Ces humanoïdes ont été créés à l'occasion d'une installation publicitaire pour une marque de lunettes. Cette œuvre d'art est conçue pour représenter une chaîne de montage dans une usine. Des chercheurs irlandais ont produit des objets en 3D en utilisant du fromage. Ils ont mis du Easy Cheese dans la cartouche et ils ont imprimé des objets fromagés. Malheureusement, ces objets n'ont pas tenu longtemps parce que, le fromage, ce n'est pas forcément la substance la plus durable. Le chocolat, quant à lui, est absolument parfait pour les impressions 3D puisqu'il peut être disposé en couches quand il est fondu, puis durci très facilement. Les chocolats imprimés en 3D sont relativement communs de nos jours. Une autre idée d'impression gastronomique, la pizza. Une imprimante a été équipée de 3 têtes d'impression qui versaient de la pâte liquide, de la sauce tomate et du fromage. En 5 minutes, la pizza était prête pour la cuisson. Les chercheurs considèrent qu'ils peuvent même contrôler le niveau de croustillant de la croûte grâce à l'imprimante 3D.
On a parlé de vraie nourriture jusqu'à maintenant, mais qu'en est-il de la nourriture synthétique? On en sait quelque chose? La NASA a financé une recherche qui a pour but l'impression 3D d'aliments que les astronautes pourraient manger dans l'espace. Les résultats ne sont pas encore très appétissants, mais c'est une bonne idée. Imagine si on pouvait imprimer de la nourriture chez nous. Aujourd'hui, tu as la possibilité de porter un bikini imprimé en 3D. Le textile est très difficile à imprimer, mais une entreprise a réussi à le faire. Ils ont utilisé un matériau appelé nylon 12 qui est résistant, flexible et imperméable. Cette même entreprise imprime aussi des chaussures. Une imprimante 3D a imprimé une imprimante 3D. Bon, pas en une seule fois. Des personnes ont imprimé les différents composants séparément et ils les ont assemblés. Voici un vélo trial en titanium imprimé en 3D en Grande-Bretagne. Imagine quand on pourra avoir notre imprimante 3D dans notre garage et imprimer nos propres vélos personnalisés. Une idée pour un monde plus durable. Tu peux facilement recueillir de l'eau de pluie grâce à ce petit appareil. Il suffit de le placer au fond de la gouttière. Il contient un petit filtre qui empêche les feuilles mortes et la terre de bloquer l'écoulement de l'eau. Si tu aimes prendre des photos, cette idée est pour toi. Pourquoi ne pas imprimer un appareil photo au lieu de l'acheter? Tu as simplement besoin d'un objectif Mamiya Press. Il te suffit ensuite d'imprimer les autres parties de l'appareil et de les assembler. Il y a même un mode d'emploi sur Internet. Il suffit de télécharger un PDF, tu devras simplement régler ton imprimante en suivant les instructions. Traversons la première passerelle imprimée en 3D. Elle se trouve en Europe. Elle a été conçue par des ingénieurs du Collège impérial de Londres et elle a été imprimée à Amsterdam. Elle peut être empruntée par les piétons et les cyclistes. Elle mesure presque 13 mètres de long. Voici un gadget pour les fans de Game of Thrones, un butoir de porte Hodor. C'est Hodor qui tenait les portes dans Game of Thrones, je crois. Ce chaton utilise un petit chariot imprimé en 3D. C'est exactement le petit coup de patte qu'il lui fallait. Un violon électrique imprimé en 3D. Le bouclier de Captain America peut aussi être imprimé en 3D, parce que pourquoi pas après tout? Prendre une douche dans cette douche en forme de crâne de T-Rex, c'est probablement plus cool qu'une douche classique. Au suivant, une Formule 1, mais une Formule 1 mini. Que penses-tu des œuvres d'art imprimées en 3D? Un artiste a utilisé une imprimante 3D pour recréer des sculptures classiques avec des petites touches contemporaines et des clins d'œil surréalistes. Des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley ont découvert comment imprimer des objets solides en 3D avec des liquides et de la lumière. Ils ont utilisé une substance gluante qui se solidifie lorsqu'elle est exposée à une certaine quantité de lumière. Ils ont utilisé les faisceaux lumineux pour sculpter le liquide. C'est une technique qui permet d'imprimer des objets pliables plus simplement. Les objets imprimés avec cette technique sont aussi plus lisses que ceux imprimés en 3D avec des méthodes traditionnelles. Donc tu as faim, mais tu n'as pas franchement envie de faire un repas entrée, plat, dessert. Que dirais-tu de nouilles instantanées à la place? À l'au bout, ton ventre gargouille, mais il y a un problème. La tasse en polystyrène est cassée et les nouilles sont dehors. Attends, c'est quoi cet espace au fond de la tasse? Mais pourquoi? Cet espace est destiné à protéger les nouilles, ce n'est pas l'entreprise qui essaie d'économiser de l'argent ou quoi que ce soit du genre. Remarque comment le ramen dans les tasses n'est presque jamais cassé, alors que celui dans le paquet en ressort en mauvais état. Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire. Les nouilles sont serrées pour éviter qu'elles ne soient écrasées dans le camion de livraison. Ce n'est pas seulement pour que les nouilles paraissent belles et longues, il s'agit aussi de faire en sorte que ces savoureuses nouilles soient plus tendres et plus régulières. La laine du matin n'est pas la meilleure. Heureusement, il y a un moyen facile de s'en débarrasser. Évidemment, tout le monde pense que le bain de bouche a été inventé pour se laver la bouche. Eh bien non, le bain de bouche a été inventé à l'origine et vendu comme nettoyant pour les sols. Il a été vendu aux hôpitaux comme antiseptique pendant des années, mais il n'a jamais vraiment réussi à décoller. Un génie du marketing l'a rebaptisé bain de bouche. Le reste est de l'histoire fraîche et mentholée. Donc, après avoir nettoyé tes dents, n'oublie pas que parfois, repositionner une marque peut être très efficace. Il est difficile d'imaginer un monde sans Internet de nos jours. Pas de streaming, pas de jeux en ligne, ni de photos de mignons petits chatons. Ouais, je sais que ce n'est pas pour ça qu'il a été conçu, mais qui s'en soucie, n'est-ce pas? Le prototype d'Internet s'appelait ARPANET.
acronyme anglais d'Advanced Research Projects Agency Network, ou le réseau de l'agence pour les projets de recherche avancés. Cette machine était très sensible. Pour empêcher quiconque de l'éteindre, un scientifique intelligent a collé un morceau de papier sur elle avec ces mots percutants. Cette machine est un serveur, ne l'éteignez pas. C'était écrit à l'encre rouge, joliment dessiné. Le fait que ton professeur gribouille dans les marges de ton cahier n'est pas vraiment nouveau, sauf que les marges n'ont pas été conçues pour ça. C'est une protection contre les rats. À l'époque, les rats grignotaient constamment du papier, alors si on écrivait quelque chose sur le bord de la feuille, eh bien cela finissait dans le ventre d'un rat affamé. Quelques marges bien placées empêchaient tes meilleures réponses de se faire manger. Hey, je n'arrive pas à finir cette pizza. Il est temps de couvrir ses restes. Heureusement, j'ai plein de fils plastiques. Une petite traction et le rouleau vient se détacher. Cool! Si tu regardes le carton d'emballage, cette longue et fine boîte, il y a une petite particularité qui peut t'aider. Un onglet en carton à chaque extrémité. Pousse-les vers l'intérieur et le rouleau ne pourra plus bouger d'un iota. C'est étrange que je ne les ai jamais vus avant. C'est l'heure du déjeuner. Je me sens comme un California Roll aujourd'hui. Algues, riz, concombre, avocat et chair de crabe. Ou alors c'est... En fait, c'est de la chair de crabe d'imitation. C'est en gros du poisson blanc bon marché mélangé à du sucre. Le mélange de poisson est ensuite chauffé et mis en forme. C'est délicieux. C'est peut-être la raison pour laquelle on l'appelle le hot dog de la mer. Non, je viens juste d'inventer ça. Ton micro-ondes a un secret que nous avons tous vu, mais auquel nous n'avons jamais prêté attention. Ce filet noir que tu vois sur la porte est une cage de Faraday. Elle empêche l'énergie électromagnétique, ou les micro-ondes, de s'échapper et de te faire cuire en même temps. C'est comme ça qu'il réchauffe la nourriture si rapidement. Chaque micro-ondes doit en avoir un, et ils sont tous de qualité différente. Cette cage de Faraday peut même arrêter les signaux de ton téléphone, ce qui est certainement utile. Et tu n'as pas besoin que ton popcorn s'arrête de gonfler pour pouvoir prendre un appel, n'est-ce pas? Pour cela, le mode avion est bien plus simple à gérer. Tu as déjà passé un test de QI et réalisé que tu avais le niveau d'intelligence d'Einstein? Non? Moi non plus. Le QI médian n'est pas de 100. Et il y a très peu de preuves qu'Einstein ait jamais passé le test. Au début, la plupart des gens pensaient que les tests étaient trop vagues pour servir à quoi que ce soit. Ce test a été conçu pour les enfants qui avaient besoin d'aide pour leurs études. Plus tard, ils ont réalisé qu'il pouvait être adapté pour mesurer l'intelligence. Mais à l'origine, il ne visait pas ce but. Et tu n'as jamais fait éclater du papier bulle? Non? Tu rates quelque chose. Et bien sûr, tu l'as deviné, il n'a jamais été conçu pour être éclaté ou utilisé comme nous le faisons aujourd'hui. Il a été inventé comme nouveau papier peint texturé. C'est en scellant deux rideaux de douche ensemble qu'ils ont créé les premières bulles. L'idée n'a manifestement jamais vraiment trouvé son public. Après avoir échoué en tant que papier peint, il a découvert le véritable sens de sa vie. Ce papier peint pouvait protéger des objets fragiles. Lorsque les premiers ordinateurs ont été expédiés, le papier bulle était là pour les protéger. Tu trouverais ça cool ou pas? Laisse-moi un commentaire ci-dessous. Si tu possédais l'une des plus grandes entreprises du monde, qui vend l'un des produits les plus connus de la planète, comment garderais-tu le secret de ton entreprise? Un secret? La formule du Coca-Cola n'est même pas brevetée. La première recette l'était, mais quand ils ont fait des changements, aucun brevet n'a jamais été déposé. La formule secrète n'est réellement connue que de quelques personnes de l'entreprise. Cela dit, même le rival de Coca-Cola ne veut pas de cette recette. En 2006, un employé mécontent a tenté de vendre le secret, mais il n'a pas trouvé preneur. Hey, examine ton tout nouveau matelas. Tu vois l'étiquette « Ne pas enlever sous peine de poursuite judiciaire » ? Ce truc a l'air plutôt sérieux. Mais bonne nouvelle, les étiquettes ne sont pas pour toi. Elles sont destinées aux vendeurs du matelas. Il y a 100 ans, les fabricants de matelas créaient le rembourrage avec pratiquement n'importe quoi. Des poils d'animaux, des vieux lits d'hôpitaux ou encore des vêtements. Ensuite, des lois strictes ont empêché l'utilisation de ces matériaux bizarres. Les matelas d'hôpitaux étaient ainsi remplis de germes. Berk. Par temps de pluie, la pâte à modeler Play-Doh est géniale pour s'occuper à la maison. Mélange de la farine, de l'eau, du sel, du colorant alimentaire, et voilà. Toute personne créative peut se divertir avec pendant des heures. Bon marché, propre, non toxique, la pâte à modeler parfaite. Mais elle n'a jamais été conçue pour ça.
Ce produit était à l'origine destiné à nettoyer les murs dans les années 30. C'est parce que les gens ont commencé à devenir fous du papier peint sur lequel on ne pouvait pas utiliser de l'eau et du savon. Finalement, Play-Doh s'est cherché de nouvelles fonctions et a vraiment bien réussi. Bon, est-ce que tu as déjà fini une sucette et remarqué un trou dans le petit bâton? Ce trou n'est pas seulement décoratif. Et non, il n'est pas conçu non plus pour se transformer en instrument de musique. Il est là pour empêcher cette délicieuse friandise sucrée de tomber. Quand le bonbon est encore chaud, il est versé dans un moule. Le bonbon coule dans le trou et en durcissant, il crée un ancrage. Tu n'aimes pas les sucettes? Et pourquoi pas de bons vieux oursons américains en gomme? Malheureusement, ils ne sont pas du tout américains, ils sont allemands. Une société allemande a commencé à les fabriquer en 1922. Le nom d'origine était Gummi quelque chose. Bref, ils se sont inspirés de vrais oursons dansant dans des spectacles. Ces délices ont fini par faire le tour du monde. T'es-tu déjà demandé à quoi servaient ces petites bosses sur les touches F et J de ton clavier? Ces petites saillies ont pour but d'aider tes index à être au meilleur endroit possible pour taper à la vitesse de l'éclair. Garde tes doigts sur les touches F et J, cela te permettra d'atteindre plus facilement toutes les touches, surtout si tu ne regardes pas le clavier. Aujourd'hui, tout le monde adore les Slinky. Si tu en as déjà vu un se dandiner en descendant les escaliers avec une musique groovy en fond sonore, bravo, tu es vraiment un fan de YouTube. Il a eu un succès fou dès qu'il est sorti, ce qui est dingue car en fait, il n'a jamais été conçu comme un jouet du tout. C'est un ressort. Il a été initialement prévu pour stabiliser les dispositifs nautiques sensibles des navires. Pas du tout une fonction divertissante donc. Et pourtant, un jour, l'un d'eux est tombé d'une table et a dansé jusque dans nos cœurs. Après de nombreuses expériences, le nouveau Slinky amélioré est né. Donnons une médaille à cette équipe de scientifiques. Sur les bateaux, on place un piège anti-rongeur en forme de disque pour s'assurer qu'aucun rat ne grimpe à bord. Les rats montent généralement sur les bateaux via les cordes d'amarrage. Avec un tel piège fixé sur elles, aucun rongeur ne peut embarquer pour le voyage. Les bijoux sont souvent vendus dans de petites pochettes en velours qui ont en fait une fonction cachée. Elles les empêchent de se ternir. La plupart des détaillants assurent que dans la pochette d'origine, la bague ou le bijou vendu est à l'abri et en sécurité. Dans la plupart des supermarchés, les oranges sont généralement vendues dans des filets. Ces derniers n'ont pas vraiment de fonction cachée, mais tu peux en faire un excellent accessoire de récurage. Il suffit de le nouer et de gratter la poêle à frire très grasse qu'il te reste à nettoyer. Tu n'as pas besoin de mettre toi-même la confiture dans le pot de yaourt. Ce type de plastique est assez flexible. Il te suffit donc de le plier et de verser la confiture directement dans la partie yaourt de l'emballage. La fonction cachée d'une ventouse est qu'elle a été conçue pour les éviers. Certes, elle fonctionne aussi pour les toilettes, mais tu peux en garder une de plus pour déboucher l'évier au cas où tu en aurais besoin. Le trou supplémentaire dans la partie supérieure du lavabo a plusieurs fonctions cachées. La première, si quelqu'un oublie de fermer le robinet, le trou empêchera l'eau de déborder et la salle de bain de finir inondée. La deuxième, grâce à ce trou, l'eau est drainée plus rapidement car il permet à l'air de s'échapper, ce qui aide l'eau à s'écouler. La plupart des fermetures éclairs peuvent se verrouiller grâce à un système caché à l'intérieur, t'évitant des situations embarrassantes comme une braguette ouverte. Ne laisse pas la poignée du zip en position haute. Lorsque tu la positionnes vers le bas, le zip se bloque automatiquement grâce à ces minuscules rainures cachées sous la poignée. Le bain moussant n'est pas seulement destiné à s'amuser ou à sentir bon, il aide aussi à réguler la température. Les bulles gardent l'eau chaude, ce qui te permet de profiter du bain un peu plus longtemps. Cependant, cela fonctionne uniquement pour les baignoires en acrylique. Celles en métal se refroidissent très vite dans tous les cas. Les brosses que l'on trouve le long des escaliers mécaniques ne sont pas faites pour garder tes chaussures propres et cirées. Ça serait difficile d'y mettre du cirage alors que l'escalator est en mouvement. Elles sont là pour notre sécurité. Ces brosses t'empêchent de t'approcher du bord afin qu'un long manteau ou un lacet ne se retrouve coincé entre les marches. Au départ, les balles de golf étaient lisses. Elles ont aujourd'hui une surface alvéolée car les joueurs ont remarqué que les balles usées et cabossées volaient mieux que les balles neuves. Les fabricants se sont donc mis à produire les balles de golf comme on les connaît aujourd'hui. Si tu prends ta boîte de papier aluminium, tu verras sur les côtés des zones sur lesquelles il est possible d'appuyer. Cela permet de maintenir le tube de papier d'aluminium droit et l'empêche de se dérouler. Il est aussi alors plus facile de déchirer la longueur désirée. Si les jerrycans ont 3 poignées, c'est pour une bonne raison. Cette astuce vient du concepteur. Quand tu le portes seul, tu n'utilises que la poignée centrale pour répartir le poids de manière uniforme.
Mais si un ami vient t'aider, chacun d'entre vous saisira alors l'une des poignées latérales. Les deux sorties plates que tu peux voir sur les prises standards utilisées en Amérique centrale et aux États-Unis semblent logiques. Mais qu'en est-il des trous qu'elles ont au bout? Grâce à eux, la prise femelle maintient fermement la prise mâle pour qu'elle reste bien en place et ne tombe pas. Il est parfois agaçant de voir que tu n'as pas utilisé la totalité de ton déodorant en stick. Il en reste encore un peu, mais il est difficile à atteindre. L'astuce est facile. Dévisse le fond, prends un crayon et insère-le dans le fond amovible avant d'appuyer. De cette façon, tu pousseras ce qui reste du déodorant vers l'extérieur. Il y a un numéro inscrit sur le côté de nombreux produits cosmétiques. Il n'est pas là par hasard. Il indique combien de temps le produit restera utilisable après ouverture. Voilà pourquoi il est accompagné d'un symbole de bocal ouvert. Un rouleau anti-peluche est parfait pour enlever ses petits poils, mais tu peux aussi l'utiliser pour nettoyer d'autres choses. Par exemple, lorsque tu veux enlever la saleté des tiroirs de ton lave-vaisselle, il te suffit de prendre ton rouleau adhésif, de le passer dans chaque compartiment et toutes les miettes, la saleté et les restes de nourriture disparaîtront. Les rois représentés sur les cartes à jouer sont de réels personnages historiques. Celui de pique, le roi David, trèfle, Alexandre le Grand, cœur, Charlemagne, carreau, Jules César. Les bagues étaient autrefois plus qu'un accessoire de mode. La noblesse les utilisait comme sceau officiel. Les archers portaient des bagues pour protéger leurs doigts des blessures causées par la corde de l'arc, les couturières pour se prémunir des piqûres d'aiguille. Les appuie-têtes amovibles des voitures le sont avant tout pour une question de sécurité. Si tu retires celui d'un siège, tu verras deux barres plutôt solides. Si jamais tu te retrouves enfermé ou coincé dans une voiture, tu pourras t'en sortir en les utilisant pour casser la vitre. La petite flèche à côté du symbole de pompe à essence sur le tableau de bord de la voiture indique de quel côté du véhicule se trouve le réservoir. C'est utile lorsque tu dois faire le plein d'une voiture de location que tu ne connais pas encore très bien. Il se pourrait bien que tu n'aies jamais appris à utiliser ton shampoing correctement. Le plus important est qu'il ne faut pas l'appliquer directement sur les cheveux, mais uniquement sur les racines. La mousse que tu produiras sera suffisante pour nettoyer tes cheveux. Les boutons situés à l'envers d'un col de chemise servent à maintenir une cravate en place. Cependant, ces boutons ont été conçus pour les cravates fines, aujourd'hui passées de mode, transformant ces boutons en un simple élément de design. Un paquet de disques en coton est généralement muni de cordelettes qui permettent de le pendre à un crochet. Il n'est pas nécessaire de desserrer et de resserrer le paquet à chaque utilisation. Regarde en bas, il y a une ligne perforée. Déchire-la et retire simplement un coton du paquet suspendu. Voici un mythe. Le côté rouge de la gomme est pour les crayons, tandis que le côté bleu est pour l'encre. En réalité, le côté bleu ne s'utilise que sur les types de papier plus épais. Il marche à la fois pour les crayons et pour l'encre, mais assure-toi que le papier est vraiment épais. D'ailleurs, ce côté bleu peut faire bien plus. Il peut polir tes bijoux ou nettoyer tes appareils électroniques, comme par exemple l'écran de ton téléphone portable. Tu sais, ces restes d'autocollants qui ne veulent pas enlever. La gomme peut t'aider à les faire partir, tout comme pour faire disparaître les éraflures sur du daim ou de la saleté sur tes murs. Regarde cette impressionnante charrue qu'un utilisateur de Reddit a trouvée au milieu d'une forêt. Ils ont dit qu'elle mesurait environ 4 mètres de haut pour 9 mètres de long. Elle était très probablement utilisée pour creuser des fossés dans ce sol marécageux. Cet utilisateur a trouvé un Wall-E tout mignon, fabriqué à partir de vieilles pièces de voiture et de ferraille, juste devant l'atelier de son garagiste. Penses-tu que le pauvre robot soit venu ici tout seul parce qu'il avait besoin d'être réparé? Est-ce que cette pierre se cache dans une autre pierre? Quelqu'un a trouvé ce couple inhabituel sur une plage. Est-ce de là que viennent les bébés cailloux? Eh bien, scientifiquement parlant, le processus qui a créé ces roches se nomme la concrétion, ou en d'autres termes, la minéralisation d'une substance à l'intérieur d'une roche creuse de nature différente. Maintenant, que penses-tu de cette incroyable découverte? L'hiver arrive et ce sauna fonctionnel pour une personne pourrait bien s'avérer utile. Pour environ 100 €, il semble tout à fait abordable. Cet utilisateur de Reddit ne s'attendait pas à trouver ça quand il a ouvert sa boîte de Pringles. Cette chips n'est définitivement pas comme les autres. Regarde comme elle est épaisse et bosselée. Ça, c'est une chips qui a du style. Regarde plutôt ce superbe barbier pour souris à Malmö en Suède. Cet établissement semble tout à fait florissant. Il doit être très populaire parmi les rongeurs locaux. Un autre utilisateur de Reddit a trouvé un crâne de puma alors qu'il travaillait sur un projet de recherche en se promenant dans les bois. Il a laissé le crâne là où il l'a trouvé car il n'était pas certain d'avoir le droit d'emporter une telle trouvaille.
Plus tard, il a appris que de tels crânes étaient extrêmement rares et qu'il était également tout à fait permis d'en garder un. Oups! Et cette personne a trouvé un vieux gobelet McDonald's pendant la rénovation de sa cuisine. Il était encastré dans le mur, et à en juger par son apparence, il est plutôt ancien et remonte probablement à 1988. Imagine que tu arrives dans un magasin de vêtements, tu te promènes dans les allées, tu examines les différents articles quand... Ah! Cette créature, ce mannequin te regarde de haut avec sa tête de fleur grande ouverte. Flippant! Et voici plusieurs moments où la nature l'emporte sur la civilisation. Regarde ce vieux cadenas, une plante a ancré ses racines à l'intérieur du mécanisme rouillé. Ou regarde ceci, la nature s'est emparée d'une minuscule bouteille de verre pour la transformer en un authentique terrarium. C'est pas trop cool ça? Un utilisateur de Reddit chanceux a trouvé une pomme de terre entière dans un sac de frites gaufré. C'est censé être un kit de bricolage? Y avait-il une note à l'intérieur qui disait « Un certain démontage peut être exigé » Eh bien, les gens qui travaillent dans des usines de transformation de pommes de terre confirment que cela peut arriver lorsque les lames se coincent, ce qui crée un embouteillage de patates. Il faut alors retirer les lames. Le résultat, c'est que des pommes de terre entières peuvent se faufiler dans le tuyau, passer dans le reste de la ligne et finir dans ton sac. As-tu déjà trouvé des œufs de lézard à côté de ta prise murale? C'est le cas de cet utilisateur de Reddit. Penses-tu qu'il pourrait se retrouver avec une famille entière de petits lézards sur les bras? Ce doit être l'une des découvertes les plus incroyables de tous les temps. Un utilisateur de Reddit s'est rendu compte que quelqu'un s'amusait à poser des yeux au hasard dans la rue sur des oranges. Je dois bien admettre que si je voyais ça, je n'aurais pas perdu ma journée. Si tu t'es déjà demandé où vivait Winnie l'ourson, voici la réponse. Apparemment, il habite derrière cette porte rouge, au beau milieu d'une forêt dense et feuillue. As-tu déjà vu une calculatrice aussi ancienne? Quelqu'un en a trouvé une dans le grenier de son arrière-grand-mère. Elle est même accompagnée d'un mode d'emploi pour s'en servir. C'est probablement à cela que les gens du futur compareront nos smartphones dernier cri. Les gens qui travaillent dans le recyclage peuvent trouver des tas de choses intéressantes, comme ce journal intime intégralement rempli datant de 1941. Je dois admettre qu'il a l'air plutôt ancien. Il semble qu'il décrive la vie quotidienne de son auteur. Aimerais-tu être le petit vénard qui trouve un bloc de quartz aussi énorme? Il a été découvert en Arkansas et on dit qu'il vaut près de 4 millions de dollars. Ce morceau de quartz, de 2,50 m de long, a été trouvé dans la mine Ron Coleman à Jesseville, à environ une demi-heure au nord de Hot Springs. Il aura fallu 4 jours aux ouvriers pour extraire ce minerai gigantesque. Regarde cette magnifique boule de verre qui a été trouvée sur une plage à Hawaï. Un couple se promenait sur le rivage lorsqu'il est tombé sur ce petit écosystème marin. Selon certains, il s'agirait d'un authentique flotteur de pêche en verre. Si c'est le cas, les gens qui ont trouvé cette boule ont beaucoup de chance. De tels flotteurs sont difficiles à trouver car ils ne sont plus du tout produits. Un type a trouvé un coquillage rempli d'œufs de calamar. Et les bébés calamars ne sont-ils pas tout simplement adorables? Soyons francs, ce truc a l'air vraiment terrifiant. Quelqu'un a trouvé cet engin bizarroïde sous le plancher d'une maison construite dans les années 1800. Malgré son aspect épouvantable, ce n'est rien d'autre qu'un truc pour ouvrir les œufs durs. Ce pauvre téléphone portable a été retrouvé encastré dans le bitume sur le parking d'une animalerie. Je parie que sa batterie est encore presque pleine. Et tu pourrais probablement passer un coup de fil si tu réussissais d'abord à l'extraire. La trouvaille suivante est absolument incroyable. Il s'agit d'un billet de banque vieux de 94 ans trouvé sur le sol. Les gens sur Internet affirment qu'il ne s'agit pas d'un simple billet d'$1, mais d'un certificat d'argent qui a beaucoup plus de valeur. C'était autrefois un moyen de paiement à cours légal sous forme de papier-monnaie. La personne qui a trouvé ce trésor ferait mieux d'essayer de le préserver, même s'il a clairement vu de meilleurs jours. Il se pourrait bien que ce soit la plus grande perle naturelle de palourde au monde. Elle pèse un poids ahurissant de 34 kg. La perle elle-même fait 30 cm de large et plus de 60 cm de long. Le pêcheur des Philippines qui l'a trouvée l'a conservée pendant 10 ans sans connaître sa véritable valeur. Pour lui, c'était juste un porte-bonheur. Et que penses-tu de ceci? Tu es en train de creuser la terre dans ton jardin et soudain, tu tombes sur un dinosaure. C'est en fait une histoire réelle, mais ce dinosaure, coincé dans de vieilles briques, est un petit objet de la taille d'un jouet. Oh, attends, c'est un jouet, et il ressemble étrangement au Rex de Toy Story.
Et cette personne est doublement chanceuse. Elle a cassé une pierre et a trouvé à l'intérieur non pas un, mais 2 types de fossiles différents. Une épée viking étonnamment bien conservée de 1100 ans a été découverte sur une montagne en Norvège. Cette épée dépassait d'un rocher à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les scientifiques pensent que l'épée a probablement été préservée par le froid et cette haute altitude. Cette personne a aussi eu son jour de chance. Elle a acheté une huître dans un marché aux poissons et a trouvé une authentique perle à l'intérieur. Que ferais-tu si cela t'arrivait? Partage tes idées dans les commentaires ci-dessous. De nombreux ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée là où les poignées et les lames se rencontrent. Tu peux t'en servir pour effeuiller les herbes difficiles comme le thym, le romarin et la ciboulette. Cela t'évite de perdre du temps à essayer d'enlever les feuilles à la main. Et si tu es à court de vase, tu peux offrir des roses à celles que tu aimes de cette façon. Fais juste attention à l'endroit où tu pointes le bout des ciseaux. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée pour que tu puisses y glisser une paille et donc éviter de porter la canette à ta bouche. Cette languette a d'ailleurs remplacé l'anneau de traction créé au début des années 60. Tu te souviens de ces derniers, n'est-ce pas? Ils étaient assez coupants et facilement enlevés et ils présentaient donc un danger pour les autres. Maintenant, tu peux glisser ta paille directement dans la languette. Et aussi, faire des bulles. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement neuf, un petit sachet en plastique y est attaché, avec un bouton supplémentaire et un morceau de tissu. Si le tissu est souvent utilisé pour réparer d'éventuels trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents sur le vêtement. Il est également pratique pour tester les programmes de lavage avant de laver le vêtement entier. Tu peux utiliser un tournevis pour faire levier si tu as du mal à soulever ou à déplacer quelque chose. Certains ont aussi une poignée de forme hexagonale qui s'adapte à l'intérieur d'une clé à molette. Tu peux l'utiliser pour augmenter le serrage et, encore une fois, faire levier. Pratique pour ceux qui n'ont pas beaucoup de force dans les bras. Les élastiques sont utiles pour de nombreuses choses, mais si tu as une bouteille ou un bocal difficile à ouvrir, tu peux enrouler l'élastique autour du bouchon pour une meilleure prise. Les escaliers mécaniques ont ces brosses noires sur les côtés pour la même raison qu'il y a parfois des lignes jaunes sur les marches, pour dissuader les gens de s'approcher trop près des endroits dangereux. Les gens ne font pas toujours attention, et parfois les vêtements ou lacets peuvent être dangereusement proches de l'endroit où la marche rencontre le bord ou la jupe. La brosse est une petite sécurité pour empêcher que cela ne se produise. Elle peut aussi empêcher des bouts de peluche ou autres petits éléments de tomber dans les interstices. Ton jean possède plusieurs caractéristiques qui sont bien fonctionnelles, bien qu'un peu démodées. Les rivets en métal autour des poches aident à sécuriser les points de tension. Cela leur permet de durer un peu plus longtemps que la moyenne, bien que tous les jeans n'en soient pas équipés. Beaucoup de jeans ont encore une minuscule poche directement au-dessus de la poche principale. À l'origine, elle était destinée à contenir une montre à gousset. Même si ces montres appartiennent pour la plupart au passé, de nombreuses personnes utilisent encore cet espace pour ranger des pièces de monnaie, une bague ou même une mini-clé USB. Cela peut sembler un peu évident, mais si tu te demandes à quoi servent toutes les rainures sur un pneu de voiture, c'est pour l'adhérence sur la route. Cela dit, elles sont aussi un bon indicateur de l'usure de ton pneu. Si ces rainures ne sont plus aussi profondes et qu'elles affleurent presque la route, il est temps de changer tes pneus. Si tu ne le fais pas, la prochaine fois que tu essaieras de t'arrêter brusquement à un feu rouge, tu seras peut-être surpris de constater que ta voiture s'est transformée en un patin à roulettes géant. Ces boîtes à emporter, souvent associées au restaurant chinois, sont conçues non seulement pour transporter ta nourriture chez toi, mais aussi pour la conserver au réfrigérateur. Elles font également office d'assiette car tu peux manger directement dedans sans avoir à te soucier de la vaisselle sale. Elles ont d'ailleurs été brevetées en 1894 pour transporter des huîtres fraîchement écaillées et étaient connues sous le nom de seaux à huîtres. Elles ont ensuite été adaptées pour servir de récipient étanche pour la nourriture. Lorsque tu es assis dans un avion et que tu regardes par le hublot, tu as peut-être remarqué ces petits trous ou, dans certains cas, une petite ouverture singulière en bas. Cela s'appelle un trou d'aération. Et il est conçu pour égaliser la différence de pression d'air qui s'accumule entre la cabine pressurisée et l'atmosphère extérieure, surtout à haute altitude. Il libère également l'humidité entre les vitres
pour éviter que du givre ne se forme sur les fenêtres et n'obstrue cette si belle vue. Désolé, mais tu ne pourras pas y dessiner un smiley de sitôt. Le premier cutter a été introduit en 1956 par une entreprise japonaise. Ils se sont inspirés des carrés des tablettes de chocolat. Presque tous les rubans à mesurer ont une fente vide dans leur extrémité métallique. C'est ce qu'on appelle une pince à clous, et tu peux donc l'attacher à un clou ou une vis. Une astuce pratique pour faire des mesures sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour le maintenir en place. Les épingles à cheveux ont des rainures sur l'une des branches pour mieux maintenir tes cheveux en place. Le côté rectiligne doit être en haut, tandis que les rainures doivent être contre ta tête. On les appelle aussi épingles bob, à cause de la coiffure bob, c'est-à-dire la coupe au carré qui était populaire dans les années 1920, bien que les épingles aient été inventées au 19e siècle. Des villageois ont disparu du royaume de Neverburg. Le roi fait appel à vous et à votre équipe, composée d'un moine drachéide, d'un druide demi-elfe, d'un roublard tieflin et d'un magicien nain. Vous devrez pénétrer dans les bois sombres, la terre de la magie noire, retrouver les personnes disparues et les ramener saines et sauves. Mais le chemin à parcourir est semé d'embûches et de monstres tapis dans l'obscurité. Si vous réussissez, le roi vous donnera chacun 1000 pièces d'or. Mais si vous n'y parvenez pas, eh bien, disons juste qu'il vaudrait mieux réussir. Maintenant, lancez les dés pour voir ce que le destin vous réserve. Excitant, n'est-ce pas ? Eh bien, si tu es un joueur de Donjons et Dragons, tu peux te plonger dans un monde de fiction et te lancer dans d'innombrables quêtes de ce genre. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu d'imagination et d'un goût prononcé pour l'aventure. Publié pour la première fois en 1974, Donjons et Dragons a conquis des millions de fans au fil des ans. Le fait d'être le premier jeu de rôle fantastique sur table disponible dans le commerce y a probablement contribué. Il se trouve un joueur en particulier qui est, à juste titre, le plus grand fan de ce jeu. Il joue la même partie depuis 40 ans maintenant, battant ainsi le record de la plus longue campagne ininterrompue de Donjons et Dragons. Voilà un mec qui n'a aucun problème avec l'engagement. Robert Vardo a commencé sa campagne de Donjons et Dragons en 1982, alors qu'il était encore adolescent. Mais à l'époque, le jeu n'était pas encore le phénomène que l'on connaît aujourd'hui. De nombreux parents inquiets le considéraient comme une véritable menace. Ils pensaient que leurs enfants subissaient une sorte de lavage de cerveau, les entraînant du côté obscur, pour ainsi dire. C'est pourquoi, pendant un certain temps, de nombreux enfants ont ressenti le besoin de cacher le fait qu'ils y jouaient. La communauté dans laquelle Vardo a grandi n'était guère différente. Il dit qu'il y avait beaucoup d'a priori envers le jeu. Ainsi, quand il a découvert Stranger Things, ça lui a fait un petit pincement au cœur. Il est heureux que des séries comme celle-ci et des films comme Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit aient contribué à rendre ces thèmes fantastiques aussi populaires. Fasciné par le monde magique et merveilleux qu'offrait le jeu, il a commencé à y jouer avec 2 de ses amis. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un dé à 20 faces et de quelques feuilles de papier pour créer les personnages qu'il voulait incarner. Cependant, Vardo n'était pas exactement un joueur, mais le maître du donjon, ou MD pour faire plus court. Les MD sont ceux qui organisent chaque session de jeu. Ils sont à la fois l'auteur et le conteur. Ils créent l'intrigue et le cadre de chaque aventure, élaborent tous les défis que les joueurs devront relever et choisissent les créatures qu'ils devront combattre. Ils ont un contrôle total sur tout ce qui se passe dans le jeu, sauf sur les actions des joueurs. Ce sont également eux qui sont chargés de tout décrire aux aventuriers pendant le jeu. Dire que Vardo est un bon maître du donjon relève de l'euphémisme. C'est un MD de classe olympique. Il a commencé avec seulement 4 personnes, mais il a guidé environ 60 joueurs à travers leur quête depuis lors. Des gens sont venus en voiture ou même en avion de tout le Canada pour prendre part à son jeu sans fin. Mais quel est son secret pour diriger ainsi la meilleure et la plus longue partie de Donjons et Dragons de l'histoire ? Prenez votre stylo et votre calepin pour noter sa formule, maître du donjon en herbe. Numéro 1, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et Vardo a certainement eu sa part de pratique. Sur une période de 40 ans, il estime avoir passé 20 800 heures à pratiquer ce jeu, sans compter tout le temps qu'il a passé à fabriquer ses 30 000 figurines peintes à la main, ainsi que ses villes et ses terrains personnalisés, tous faits maison. Numéro 2,
donnez tout ce que vous avez. Vardo vit et respire pour que la partie continue. Il a même pris des décisions importantes dans sa vie en fonction du jeu, comme l'achat d'une maison dont le sous-sol serait assez grand pour accueillir sa partie et abriter son set de 30 000 pièces. Il devra peut-être bientôt appeler un agent immobilier pour trouver une maison plus grande. Numéro 3. Rendez votre monde intéressant. Vardo est professeur d'histoire à l'université de Western Ontario. Et sa carrière a certainement eu un impact sur le monde qu'il crée pour ses joueurs. Il le décrit comme une version alternative de l'histoire de la Terre. Il n'hésite donc pas à s'inspirer de philosophie, de sociologie et à intégrer l'histoire de notre monde réel pour aboutir à une histoire unique. Numéro 4. Ne vous laissez pas limiter par les règles. Même s'il existe un livre de règles pour les joueurs et les maîtres du donjon, le plus récent étant la 5e édition, Vardo ne s'y tient pas vraiment. Il adapte et ignore parfois les règles pour combler certaines failles trouvées dans le jeu. Il a donc maintenant son propre système de règles que les joueurs appellent les règles maison. Lorsque Donjons et Dragons est sorti, l'une des lignes du guide du maître du donjon stipulait d'utiliser le matériel écrit comme base à l'inspiration, et c'est ce qu'il fait depuis. N'étant pas contraint par les anciennes règles, pas plus que les actuelles ou celles à venir, il peut créer des races, des nations, des cultures et des mythologies totalement inédites. Cette liberté contribue à la fluidité du jeu, car aucun joueur n'a besoin de s'arrêter pour vérifier quelque chose. Et comme son jeu prend de plus en plus d'ampleur, il continue à développer et à modifier son système de règles pour le rendre encore plus performant qu'avant. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'utilise jamais ce que le manuel de Donjons et Dragons proposait déjà. Il inclut tout de même des monstres iconiques comme le Démogorgon dans sa partie. Numéro 5. N'hésitez pas à mêler les genres. Pour créer une intrigue d'une complexité inégalée, Vardo fait appel à tous les ressorts narratifs. Il enrichit son jeu de vengeance, de romance et de toutes sortes d'aventures périlleuses. Numéro 6. Créez des enjeux pour vos joueurs. Plus de 500 personnages ont été créés et incarnés dans la partie de Vardo sur une période de 40 ans. Ce nombre important est peut-être dû à sa règle du pas de retour à la vie. En effet, il essaie de maintenir des enjeux aussi élevés que possible pour ses joueurs. Si un personnage finit par ne plus avoir de points de vie, il n'y a pas de retour possible. Le seul moyen pour les joueurs de revenir dans le jeu est d'avoir des personnages de rechange déjà prêts. Sinon, ils quittent la partie pour de bon. Il estime que cela crée de l'émotion, de la tension et de l'excitation. Et il a probablement raison, puisqu'il a vu des adultes pleurer à la table du jeu parce que leur personnage avait été anéanti. Numéro 7. Sachez vous organiser. Il n'est pas facile de gérer des quêtes et de suivre les aventures de plus de 50 joueurs. Il y a bien un grand but ultime dans le jeu de Vardo, mais il y a aussi des milliers de sous-intrigues et de sous-campagnes, ainsi que de nombreux scénarios pour les différents personnages, lesquels s'étendent souvent sur des décennies. Et il doit se souvenir de tout ça. Donc investir dans un agenda ne peut pas faire de mal. La prochaine fois que tu recevras un colis dans ton courrier, jette un coup d'œil au cutter. S'il présente des lignes diagonales sur la lame, tu vas pouvoir bénéficier d'un petit avantage en termes de design. Il s'avère que ce sont des lames qui se cassent. Couper continuellement du carton peut user le bord tranchant de la lame. Pour éviter d'avoir à acheter un tout nouveau cutter, le segment supérieur de la ligne suivante peut se casser pour obtenir un nouveau super tranchant. Pour ce faire, regarde le petit trou à la base de l'outil, parfois appelé le casse-lame. Les personnes qui ont eu l'idée de cette brillante invention sont des ingénieurs qui se sont inspirés de la façon dont les barres de chocolat sont divisées. Attends une minute, ne jette pas tout de suite cet emballage en carton. Il est fort probable que tu aies des sachets de gel de silice quelque part au fond de la boîte. Comme ce gel est un outil pour sécher, il absorbe l'humidité de son environnement, de sorte que tu peux conserver ces sachets pour d'autres occasions. Si tu as besoin de sécher ton téléphone ou un autre objet électrique, tu peux le placer dans un récipient à côté du gel de silice pour réduire les dégâts. Pas besoin d'être un mécanicien pour savoir quand les pneus d'une voiture standard doivent être remplacés, car ils sont équipés d'un indicateur bien conçu. Si tu regardes de plus près, tu verras que les bandes des pneus sont constituées d'un tas d'encoches en caoutchouc. Lorsque les marques sont égales aux barres perpendiculaires, c'est le signe que tu dois prendre rendez-vous avec ton service automobile local, car il est fort probable que les pneus aient perdu la plupart de leur force de traction et qu'ils ne soient plus sûrs pour la conduite. Les coins supérieurs du pare-brise d'une voiture présentent des points noirs texturés intégrés au bord du verre. Ce détail n'est pas là pour des raisons de design.
Il s'agit d'un revêtement en frite, ce qui signifie qu'un type spécial de peinture céramique est ajouté à la vitre pour protéger son joint d'étanchéité des rayons UV. Elle permet également de dissimuler et de créer une surface plus grossière pour la colle utilisée pour mettre la vitre en place. Chaque fois que tu prends la route, vérifie s'il y a une petite languette sous le rétroviseur de ta voiture. Je parie que tu ne savais pas qu'elle était là pour aider à faire passer le rétroviseur de la vision de jour à la vision de nuit. Il utilise une technologie de verre prismatique pour estomper le reflet et réduire l'éblouissement des phares derrière toi dans la circulation. Ces rétroviseurs à réglage manuel ont été inventés dans les années 1930, mais ils sont devenus la norme dans les années 1970. Lorsque tu es en voiture, jette un coup d'œil aux appuis-têtes, car tu ne sais probablement pas qu'ils ont une fonction cachée. Bien sûr, ils sont réglables pour s'adapter aux passagers de toute taille, afin qu'ils bénéficient d'un soutien adéquat pour leur tête et leur cou. La caractéristique cachée est qu'ils sont détachables et comportent 2 barres métalliques très solides. Si jamais tu restes coincé dans une voiture et que tu dois t'enfuir rapidement, ces barres peuvent être très utiles pour casser les vitres de la voiture. Donc, tu es en train de faire un tour en voiture et tu tombes soudain en panne d'essence. Ce que je vais te décrire ressemble plus à une blague qu'à une situation réelle susceptible de se produire. Mais que se passe-t-il si tu es tellement pressé que tu pars accidentellement avec le pistolet à essence encore dans le réservoir ? Eh bien, les pistolets ont été conçus pour éviter tout risque. Rassure-toi, ils sont dotés d'un dispositif de séparation qui permet au tuyau de se détacher lorsqu'on le retire avec suffisamment de force. Initialement conçus au début du XXe siècle pour être portés exclusivement par les basketteurs, les baskets sont rapidement devenus l'un de ces incontournables de la mode, au même titre que les jeans et les vestes en cuir. Si tu les regardes de plus près, tu verras qu'elles ont 2 trous supplémentaires sur le côté, semblables à ceux des lacets de chaussures. Ils sont fabriqués comme ça, non seulement pour fournir une ventilation supplémentaire, mais aussi pour permettre aux gens d'être plus créatifs avec leurs lacets lorsqu'ils portent leurs chaussures. Admets-le, tu as toujours pensé que les baguettes sont unies à une extrémité dans le seul but de les maintenir ensemble jusqu'à ce que tu sois prêt à commencer ton repas. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Si on les regarde de plus près, il s'avère que ces outils en bois présentent une extrémité de forme carrée. Les baguettes fabriquées de cette manière sont issues d'une ancienne conception traditionnelle japonaise qui permet de casser facilement les extrémités. L'extrémité séparée peut ensuite être utilisée comme support pour les baguettes afin de les garder plus propres dans l'espoir qu'elles puissent être réutilisées puisqu'elles ne toucheront pas la table ou toute autre surface. Les vélos pour femmes ont un design spécial qui, étonnamment, a une fonction historique et de mode. Le cadre plus bas est en grande partie destiné à compenser la taille généralement plus petite des femmes par rapport à celle d'un homme normal. Si c'est le cas pour le guidon et la selle, le cadre général est plus bas pour une raison supplémentaire. À l'époque où les femmes portaient de longues jupes et robes toute la journée, tous les jours, elles devaient s'assurer que leur tenue ne se coincerait pas dans le cadre. C'est ainsi que nous avons conçu un vélo avec un cadre plus bas, parfaitement adapté aux femmes et à leurs besoins de l'époque. Le fait que les dentifrices soient multicolores n'est pas seulement un joli avantage pour rendre l'hygiène dentaire plus amusante. Il y a une explication secrète liée à chacune des couleurs, qui remonte aux années 1970. À cette époque, les gens s'intéressaient de plus en plus à leur santé bucco-dentaire et recherchaient donc des produits qui pouvaient faire plus que simplement nettoyer les dents. Une entreprise a été la première à le faire en ajoutant un bain de bouche à son dentifrice, c'est-à-dire la bande bleue. Elle a ensuite ajouté la bande rouge, destinée à contenir des ingrédients qui aident à prendre soin des gencives. Parfois, l'expression « il pleut des cordes » n'est pas si exagérée. Certaines choses qui tombent du ciel peuvent être assez inattendues. Et en voici quelques exemples. Les habitants de Texarkana, au Texas, ont un jour été témoins d'une pluie de poissons. Pas besoin d'aller à la pêche en mer, les poissons leur sont littéralement tombés sur la tête. En réalité, les pluies d'animaux ne sont pas si rares. Les trombes marines ou les courants ascendants qui se produisent en différents points de l'océan emportent parfois de petites créatures avec eux. Il peut s'agir de crabes, de grenouilles ou même de poissons. Une trombe est généralement un tourbillon qui ramasse de l'eau et grandit jusqu'à relier la surface de l'eau et les nuages. Les créatures légères qui vivent près de la surface sont alors prises dans le tourbillon et emportées vers le haut et au loin. Or, les nuages d'orage sont les compagnons classiques des trombes marines. Lorsque l'orage atteint une masse continentale, il commence à ralentir, n'ayant nulle part où continuer à puiser de l'énergie.
Il s'apaise lentement, la pression atmosphérique diminue et les nuages d'orage libèrent l'eau qu'ils contiennent ainsi que les malheureux petits animaux et poissons. Parfois, il ne s'agit que de quelques grenouilles frigorifiées par le froid qui règne en altitude. Mais à d'autres moments, il peut s'agir de centaines ou de milliers de créatures qui pleuvent sur la Terre. Une pluie beaucoup plus inhabituelle s'est produite un jour à Oakville, dans l'État de Washington, et on en attend toujours l'explication. Les nuages de pluie avaient l'air parfaitement normaux, mais la pluie qu'ils ont libérée était tout sauf normale. Des gouttes translucides ressemblant à de la gelée sont tombées sur la ville, couvrant une surface totale d'environ 30 km². Chacune de ces gouttes n'était pas plus grosse qu'un grain de riz. Les chercheurs qui les ont étudiées ont affirmé que les gouttes gluantes contenaient des globules blancs humains. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de méduses évaporées par la pluie ou de déchets d'un avion de ligne. Tu aimerais certainement voir le genre de pluie suivant, une pluie d'argent. Un événement de la sorte s'est produit dans une petite ville d'Allemagne. Une femme était en train de conduire quand elle a soudain vu des billets de banque tomber du ciel en tourbillon. Alors, elle a freiné. Elle est sortie de la voiture et a dit plus tard qu'elle avait réussi à rassembler une somme d'argent assez importante. Après quoi, comme tout citoyen responsable devrait le faire, elle l'a remise à la police. Étrangement, lorsque les agents sont revenus sur les lieux avec la femme, ils n'ont plus rien trouvé, bien qu'elle ait prétendu ne pas avoir pu tout ramasser. Il n'y a toujours pas d'explication à cet événement étrange, mais il est certain qu'aucune trombe marine n'aurait pu causer cela. Une pluie assez désagréable s'est produite en 1876 à Olympia Springs, au Kentucky. Madame Crouch a raconté qu'elle était en train de fabriquer du savon devant sa maison lorsque des morceaux de viande crue ont soudainement commencé à tomber du ciel autour d'elle. Certains de ces morceaux étaient assez massifs, atteignant plus de 10 cm de diamètre. Les journaux locaux ont rapporté que 2 personnes ayant décidé de garder l'anonymat ont goûté la viande et ont conclu qu'il s'agissait de moutons ou de venaison. Des mois plus tard, des scientifiques ont décidé de découvrir la vérité derrière cet étrange événement. Le sujet a suscité un sujet de débat animé jusqu'à ce qu'un des chercheurs propose l'explication la plus raisonnable. La pluie de viande avait dû être causée par les vautours qui survolaient la ville à ce moment-là. Ces oiseaux régurgitent parfois de la nourriture en plein milieu de leur vol, comme mécanisme de défense ou pour alléger leur corps afin de voler plus vite. Et c'est ce qui a dû se passer juste au-dessus de la maison de la malheureuse Madame Crouch. Quelque chose de totalement immangeable, mais de non moins sinistre, s'est abattu sur plusieurs villages d'Inde au milieu du mois de mai 2022. D'énormes boules métalliques noires et argentées ont commencé à tomber du ciel, la première pesant plus de 7 kilos. Les habitants stupéfaits l'ont vu frapper le sol, se fragmentant dans les champs voisins. Des boules similaires sont ensuite tombées dans 2 autres villages voisins. Heureusement, personne n'a été blessé pendant cette étrange pluie de métal. Mais la question demeure, nous sommes sur Terre où il pleut habituellement de l'eau. Les autorités locales ne savaient pas trop de quoi il s'agissait, mais les astronomes ont rapidement émis une théorie selon laquelle il pourrait s'agir de débris d'une fusée spatiale. Une fusée qui correspond à la description avait été lancée en septembre 2021 dans le but de mettre un satellite de communication en orbite. Lors de sa rentrée dans l'atmosphère, elle a pu être endommagée, si bien que plusieurs morceaux se seraient détachés et tombés sur le sol en Inde. Parfois, il pleut aussi des oiseaux. Un tel événement s'est produit en Arkansas en 2010. Les conditions météorologiques peuvent être à l'origine de ce genre de choses, mais il y a aussi des raisons plus simples. Le bruit fort et la confusion, ou même des collisions avec des avions. Dans le cas de l'Arkansas, c'était le bruit et les lumières clignotantes des feux d'artifice du Nouvel An. Le spectacle a fait sursauter des milliers d'oiseaux et il les a fait s'envoler. Paniqués et désorientés, ils sont entrés en collision avec des bâtiments, des voitures et des arbres. Beaucoup d'entre eux ont fini par tomber au sol, faisant croire à beaucoup de gens qu'il pleuvait des oiseaux. Maintenant, passons à quelque chose de vraiment répugnant, une pluie d'araignées. Et si tu te demandes si c'est vraiment possible, eh bien la réponse est oui. En Australie, les pluies d'araignées se produisent d'ailleurs assez souvent. Ils ont même un nom pour ça, le ballooning. Les araignées qui peuvent faire du ballooning grimpent aux arbres et aux grands buissons en essayant d'atteindre le point le plus élevé disponible de la région. Lorsqu'elles ont grimpé tout en haut, elles tissent leur toile de telle sorte qu'elle leur permet d'être portées par le vent. Et en agrippant les brins de leur toile avec leurs toutes petites pattes, les courageuses araignées s'envolent dans les airs et volent vers leur objectif.
Normalement, le ballooning passe inaperçu pour nous, les humains, car les araignées ne se déplacent pas en grands groupes. Tu peux vivre une expérience assez désagréable si une araignée atterrit soudainement sur ton visage de nulle part. Mais sinon, il est rare de rencontrer plus de 2 araignées volantes en même temps. Toutefois, lorsque le temps est particulièrement mauvais, avec beaucoup de pluie ou de vent, des milliers, voire des millions d'araignées peuvent décider qu'il est temps de déménager dans un endroit plus accueillant et s'envolent toutes d'un seul coup. C'est alors que se produisent les pluies d'araignées. Ceux qui ont été témoins des plus récentes, en 2012 et 2015, disent que cela ressemble à une chute de neige qui tombe. Les araignées descendent lentement de leur parachute en toile, qui se dépose sur le sol et le rendent blanc. Tu te souviens qu'on a évoqué les trompes marines. Eh bien, ces phénomènes peuvent soulever non seulement des poissons et des grenouilles dans le ciel et les faire retomber sur le sol, mais aussi parfois des balles de golf. Et on ne parle pas de grêlons de la taille d'une balle de golf, mais de vraies balles. Les habitants de la ville de Punta Gorda, en Floride, ont été témoins d'une pluie de balles de golf en 1969. Les journaux ont rapporté que des dizaines de ces petites balles ont frappé le sol et les bâtiments pendant un court moment. Comme il s'agit d'une ville côtière avec de nombreux terrains de golf, il n'a pas été difficile d'expliquer l'événement. Une trompe marine a dû se former près de la côte, survoler un terrain de golf, attraper quelques dizaines de balles, puis les relâcher au-dessus de la ville. La pluie peut être assez rafraîchissante, tant que ce n'est pas une pluie de boue. Le 12 avril 1902, la ville d'Easton, à Philadelphie, a connu une averse inhabituelle. Tous ceux qui ont eu la malchance de sortir ont dû ensuite prendre une vraie douche et laver leurs vêtements. Les gouttes de pluie semblaient sales, et elles l'étaient. Les gens, les bâtiments et les rues avaient vraiment besoin d'un grand nettoyage après qu'il a cessé de pleuvoir. Les témoins ont signalé une quantité considérable de poussière dans l'air avant que la pluie ne commence, ce qui explique probablement l'événement. Hollywood regorge d'histoires bizarres et parfois carrément effrayantes. Nous sommes en 1942 dans le vieil Hollywood. Tout le monde ne se souvient pas de Lucille Ball, une actrice, chanteuse, productrice et comédienne américaine, une touche-à-tout. Elle fut aussi une artiste aux multiples récompenses. Elle a gagné plusieurs Emmy Awards et haut la main. Mais la rumeur dit qu'un jour, tandis qu'elle rentrait en voiture des studios MGM, en passant par Coldwater Canyon, elle a soudain entendu de la musique. L'autoradio était éteint, alors d'où venait-elle ? En regardant autour d'elle pour essayer de trouver la source du son, elle s'est rendue compte qu'il sortait de sa bouche. Le lendemain, elle a tout raconté à un autre acteur classique de l'époque, Buster Keaton. Il lui a répondu que son plombage dentaire pouvait en être la cause. Il pouvait capter les signaux des stations de radio environnantes. L'actrice a attendu quelques jours, mais comme il ne s'est rien passé, elle a continué sa vie comme d'habitude. Une semaine plus tard, en rentrant d'un tournage, elle a recommencé à entendre des choses, mais cette fois, ce n'était plus de la musique. Elle entendait des clics qui ressemblaient à du morse. Alarmée, Lucille est allée voir la police. Et ils ont fini par comprendre que les sons provenaient d'une station de radio japonaise clandestine installée dans une remise. Plusieurs décennies sont passées et cette histoire a fait couler beaucoup d'encre. Certains pensaient que Lucille avait vécu une double vie. Mais en 1974, Lucille a elle-même tout révélé. Lors d'une interview au Dick Cavett Show, elle a affirmé que tout était vrai, sauf l'histoire de la double vie. Le public l'a cru, ne voyant pas de raison de douter d'une si grande actrice. En 2003, des scientifiques ont décidé de vérifier si les plombages pouvaient capter des signaux radio. Ils se sont servis d'une vieille radio et de faux crânes avec des plombages. Et au final, ils ont conclu qu'il était possible que la salive et les métaux présents dans la bouche de Lucille aient pu causer une réaction galvanique pouvant ressembler à du morse. Malheureusement, cette théorie n'a pas encore été prouvée, et personne ne sait pourquoi l'actrice n'a pas démenti une histoire aussi folle. Tu as peut-être déjà entendu parler du Hollywood Reporter, mais tu ne connais probablement pas l'histoire effrayante qui l'accompagne. En 1936, William Wilkerson, surnommé Billy, installa ses bureaux sur Sunset Boulevard. Après plusieurs décennies et le décès de Bill, le magazine fut déplacé dans des locaux plus grands et on commença à rénover les bureaux d'origine. En 1992, le LA Weekly décida de s'y installer. Mais Jerry Brake, un ouvrier du bâtiment, remarqua quelque chose de très étrange.
il avait commencé à démolir l'ancien bureau de Bill à l'étage où il travaillait souvent seul. Il lui arrivait parfois de remarquer un mouvement furtif, comme si quelqu'un passait devant la porte. Mais il se disait qu'il ne s'agissait que d'une illusion causée par la lumière venant du dehors. Alors, il continuait à travailler sans y penser. Cependant, une nuit, il fut pris de panique. Il se trouvait seul dans les locaux et, soudain, il sentit quelque chose lui taper dans le dos. Il sursauta, regarda autour de lui, mais il ne vit personne dans la pièce. Il alla ensuite voir dans le couloir, mais il ne vit rien là non plus. Il décida donc de faire un tour et il aperçut une silhouette debout dans le coin d'une pièce. Il regarda de plus près et vit un miroir et son propre reflet, rien d'autre. Il retourna au travail quelques jours plus tard. À 5h30 du matin, Blake entendit un bruit et suivit sa trace du hall d'entrée vers les escaliers. Il était seul aussi cette nuit-là. Ce qu'il entendait étaient des pas, comme si quelqu'un marchait devant lui. Il crut entrevoir une silhouette, mais l'éclairage n'était pas assez puissant et il ne put s'en assurer. Il décida donc d'inspecter le bâtiment à la recherche d'intrus. Des ados étaient peut-être en train de faire des bêtises. Mais rien. Les rénovations progressaient et le bureau commençait à avoir fière allure. Ils avaient supprimé l'escalier et fait de la place pour un ascenseur menant à l'étage. Blake avait terminé son travail et c'est l'architecte Ted Powell qui restait maintenant tard le soir pour effectuer les dernières retouches. Un soir, avec une représentante du LA Weekly, ils entendirent des coups au-dessous d'eux. C'était comme si quelqu'un frappait le plafond avec un balai, mais personne n'était censé être là. Ils prirent l'ascenseur pour voir s'il y avait quelqu'un. Personne. C'était probablement leur imagination. Par la suite, ils entendirent des bruits de pas venant du bureau de Bill. Effrayés, ils quittèrent immédiatement les lieux. Une autre histoire bizarre est arrivée au Sea Rose, devenu par la suite le Comedy Store sur Sunset Strip. C'est l'un des comedy clubs les plus célèbres des États-Unis, mais la nuit, l'endroit est un peu sinistre. Un soir, un comédien du nom de Blake Clark, qui travaillait parallèlement comme agent de sécurité, entendit quelqu'un frapper sur les touches du piano. Le son provenait de la Belly Room, une petite salle située à l'étage du bâtiment. Il pensa qu'il s'agissait d'une farce, des serveurs avaient affirmé avoir été témoins de choses étranges en de nombreuses occasions. L'une d'elles avait un soir allumé des bougies et arrangé les tables avant de partir. À son retour, les bougies étaient éteintes et la porte fermée à clé. Et au moment de revenir avec la clé, elle avait trouvé la porte à nouveau déverrouillée. Lorsque Clark entendit le son du piano, il courut à l'étage, pensant que quelqu'un pouvait être enfermé dans la salle. Mais à son arrivée, le bruit s'arrêta et il n'y avait personne. Chaque fois qu'il verrouillait la porte, il entendait quelqu'un jouer du piano, mais il n'y avait jamais personne dans la salle. Cependant, une nuit, il eut la peur de sa vie. Blake faisait sa dernière ronde dans la grande salle, autrefois la salle principale du Sea Rose. Alors qu'il était sur le point de refermer, il vit une chaise se déplacer lentement d'un côté à l'autre de la scène. Il fut terrifié. La chaise fantôme continuait de bouger toute seule. Aujourd'hui, le club est très fréquenté et les rires y fusent tous les soirs. L'histoire suivante n'a pas eu lieu à Hollywood, mais elle a influencé le monde du cinéma tel que nous le connaissons aujourd'hui. En 1896, un court-métrage de 50 secondes fut projeté pour le public parisien. À l'époque, bien sûr, les gens n'avaient aucune idée de ce qu'était une image animée ou un film. Les spectateurs se mirent donc à tomber de leur siège au moment où l'image d'un train apparut à l'écran. Le train roulait vers la caméra et les gens dans le cinéma prirent leurs jambes à leur cou. Bien que le film fût en noir et blanc et muet, ils croyaient que le train se dirigeait droit vers eux. Aujourd'hui, un film de 50 secondes n'est plus qu'un clip, mais à l'époque, c'était quelque chose de fascinant. Le film s'appelle « L'arrivée d'un train à la Ciotat » et il a été créé par les frères Lumière. On y voit des gens sur un quai et un train s'approcher de l'objectif de la caméra. On avait demandé aux passagers de ne pas regarder la caméra afin que le film semble plus réaliste. Cependant, nous n'avons aucune preuve que la réaction du public ait été si extrême. Selon le rapport, le film a simplement été projeté, mais aucun mouvement de panique n'y est mentionné. Et même si ce film fut une révolution en son genre, le train était beaucoup trop lent pour susciter une telle réaction. Et puis il n'y avait pas de son pour renforcer l'effet de réel. Alors, comment cette rumeur a-t-elle commencé ?
On dit qu'elle fut propagée pour souligner l'impact émotionnel du nouvel art cinématographique. Les frères Lumière étaient sans conteste des génies. Tu ouvres un paquet de chips et tu le trouves à moitié vide, ou à moitié plein si tu es un optimiste. C'est frustrant, je sais. Mais ce n'est pas parce que le fabricant veut se faire plus d'argent. Si les sacs étaient remplis à ras-bord, tu aurais de la poussière de chips au lieu de chips après leur transport. Une glace à la framboise est généralement bleue et non rose ou rouge, qui auraient été des choix de couleurs plus évidents. Imagine que tu prépares des sucettes glacées. Tu peux choisir le vert pour le goût de la pomme, l'ananas ou le citron serait jaune. Il y a la fraise, donc elle devrait être rouge. Cerise, eh bien, rouge encore. De la pastèque? Rouge. Et maintenant, la framboise. Ouais, rouge. Mais 4 rouges, c'est beaucoup trop. Et les gens feraient difficilement la différence. Donc, au début, les 2 parfums fraise et cerise étaient rouges, mais de différentes nuances. Celui à la pastèque était rose. Pour la framboise, ils ont utilisé un colorant rouge foncé. Puis, des scientifiques ont prouvé que ce colorant pouvait être dangereux, et il a donc été interdit. Le bleu était une autre option de couleur libre, mais il n'y a pas de fruits ou de baies bleues, à l'exception de la myrtille, et ce n'est pas une saveur très populaire. Les fabricants ont donc commencé à peindre la framboise en bleu. Parfois, ils l'appellent framboise bleue, mais c'est juste un produit de labo qui n'existe pas naturellement. Si tu achètes une montre ou si tu en vois une en photo, elle affichera très probablement 10h10 par défaut. La seule raison? C'est joli. Tu peux voir les 2 aiguilles et elles ne se chevauchent pas. De plus, c'est symétrique et agréable et cela encadre le 12. Et enfin, cela donne une forme souriante qui dégage une atmosphère positive. Les matelas présentent généralement ces motifs de couture décoratifs. Les fabricants de matelas produisent un nombre limité de matelas différents et la seule façon de les différencier est d'inventer un motif de couture fantaisie. 2 matelas de 2 entreprises différentes peuvent avoir exactement la même qualité, mais un prix différent. La plupart des gens ne le sauront jamais et décideront que des motifs différents signifient quelque chose en termes de qualité. Ce n'est pas le cas, alors lors de tes achats, ne te soucie pas du tout du motif. Le fromage a des trous. Dans la plupart des types, ils sont petits, mais ils peuvent aussi être énormes. Le fromage est fabriqué en ajoutant des bactéries au lait, et les trous en sont le résultat. Ces bactéries consomment de l'acide lactique et libèrent de petites bulles de gaz. Elles sont piégées dans le fromage, puis elles éclatent, formant ces petits trous. La taille des trous dépend de la température de production et de son acidité. Le fromage suisse a des trous extra larges. Il est fabriqué à une température d'environ 48,9 degrés et incubé à 21,1 degrés pendant 5 à 7 jours. Le fromage est donc très mou et les bulles sont particulièrement grosses. Toutes les pièces de monnaie ont des stries, mais t'es-tu déjà demandé pourquoi? Au début, toutes les pièces étaient liées à un étalon d'argent. La quantité d'argent utilisée dans une pièce était proportionnelle à sa valeur. Ainsi, une pièce d'$1 contenait beaucoup plus d'argent qu'une pièce de 25 cents, par exemple. Les bords avaient des stries pour des raisons de sécurité. Autrefois, c'était un élément de la pièce qui rendait celle-ci plus difficile à recopier. Cela empêchait aussi un autre type de fraude. Les gens enlevaient un peu de métal sur les bords des pièces. C'était assez peu pour que personne ne puisse remarquer la différence. Mais si tu le faisais sur plusieurs pièces, tu obtenais assez de métal précieux pour le vendre. Les bords striés rendaient la chose impossible. Si quelqu'un essayait de les raser, le bord devenait lisse et il était évident pour tout le monde qu'une pièce avait été trafiquée. Les pièces de 5 cents et d'1 cent n'en avaient pas parce qu'elles étaient faites d'un métal bon marché et qu'il n'y avait donc aucun intérêt à les protéger. Aujourd'hui, personne ne fabrique de pièces en argent, mais les stries sont toujours là. Lorsque les gouvernements ont commencé à produire de nouvelles pièces, ils n'ont pas jugé utile de modifier le matériel de fabrication des pièces et ont simplement conservé les bords striés. Si tu as déjà joué au billard, tu dois bien connaître cette table verte. Ce jeu a vu le jour au XIVe siècle, soit 5 siècles avant le basketball. À l'époque, les gens n'avaient pas de table de billard. Au lieu de cela, ils y jouaient à l'extérieur, sur la pelouse verte. Plus tard, ils ont déplacé le jeu à l'intérieur pour pouvoir jouer même lorsqu'il pleut. Et ils ont gardé le verre nostalgique pour lui donner un air de pelouse.
Les travailleurs du secteur médical portent généralement un uniforme de couleur bleue ou verte. Il y a une raison à cela. Avant le XXe siècle, ils portaient leurs vêtements habituels, même lorsqu'ils pratiquaient des opérations chirurgicales. Avec le développement de la médecine, les gens ont commencé à accorder plus d'attention aux questions de stérilité. Ils ont donc commencé à porter un uniforme et au début, il était blanc pour signifier la pureté. Le problème était que certaines taches étaient très difficiles à enlever de l'uniforme blanc. La couleur blanche devenait verdâtre. Il était donc logique de rendre l'uniforme vert ou bleu. En plus, les chirurgiens se concentrent surtout sur les couleurs rouges pendant leur travail. Le bleu et le vert sont exactement à l'opposé du spectre. Donc, si tout le reste est bleu verdâtre, le rouge devient encore plus distinctif. Lave tes mains avec du savon blanc ordinaire et tu verras de la mousse blanche. Lave-les avec une couleur bleu, rouge, jaune, vert ou autre, et la mousse est toujours blanche. La raison en est la lumière diffusée. Tous les rayons lumineux qui tombent sur un objet sont soit absorbés, soit réfléchis. Les objets qui absorbent toutes les couleurs apparaissent noirs. Ceux qui reflètent toutes les couleurs sont blancs. Un savon rouge est rouge parce que seule la couleur rouge est réfléchie, les autres couleurs étant absorbées. Mais une fois que tu as produit de la mousse, elle est faite de nombreuses petites bulles. Chacune d'entre elles diffuse la lumière dans différentes directions, ce qui lui donne un aspect blanc. Tu vois quelque chose quand tu te frottes les yeux? Ces couleurs et ces formes sont appelées phosphènes. La raison pour laquelle tu les vois est que lorsque tu te frottes, tu augmentes la pression dans le globe oculaire et tu actives les neurones de la rétine qui traitent les informations visuelles. Une fois qu'ils sont activés, ton cerveau interprète la situation comme si tu voyais la lumière et il essaye de la voir réellement. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu as des cernes sous tes yeux quand tu es fatigué? La peau sous les yeux est très fine. Les vaisseaux sanguins sont donc très proches de la surface et il est facile de voir toute différence. Lorsque tu manques de sommeil, ta peau devient plus pâle et les vaisseaux sanguins sont encore plus visibles. De sorte que tu peux voir ces cernes apparaître à travers la peau. En plus, avec l'âge, ta peau devient naturellement plus fine, c'est pourquoi les personnes âgées ont tendance à avoir des cernes. Mais si tu es jeune, essaye de dormir davantage et elles disparaîtront. Tu dis Allemagne, les Espagnols disent Allmania et les Allemands disent Deutschland. On dirait 3 pays différents, mais il n'y en a qu'un seul. Si une personne s'appelle Olivia, elle sera plus ou moins Olivia partout. Alors, pourquoi les pays ont-ils des prénoms différents dans des langues différentes? Les pays existent depuis longtemps. À l'époque où les gens de différents pays ne pouvaient pas communiquer et parlaient des langues différentes, ils désignaient un territoire comme quand ils en parlent, sans jamais s'entendre avec les autres pays, et le nom restait. Une tribu allemande appelée Almanie vivait autrefois dans ce qui est aujourd'hui la Suisse, et je suppose que c'est la raison pour laquelle les Espagnols ont commencé à appeler le pays Allmania. Ensuite, les Allemands se sont unis et se sont appelés Deutschland. En anglais, le pronom I prend toujours la majuscule. Même les linguistes ne savent pas exactement pourquoi il en est ainsi, du moins pas encore. I vient de l'allemand ich. Au fil du temps, il a évolué de ich à ich, puis à I. Certains pensent qu'un petit I était trop insignifiant dans une phrase, et il a donc commencé à prendre la majuscule pour être plus distinctif. Si tu as déjà vu une vidéo des coulisses d'un film, tu as peut-être remarqué qu'il ferme la claquette avant chaque scène. Ce clap est d'une grande aide au stade du montage. Le film et l'audio sont enregistrés séparément, puis ils sont synchronisés. La claquette fait ce bref clap au tout début d'une scène tournée, et il est plus facile de trouver où la scène commence pour ajouter l'audio. Une autre raison est de donner plus de détails sur la pièce filmée. Ils ajoutent des informations sur le numéro de la scène et de la prise, la date de tournage, l'angle de la caméra et d'autres éléments importants à la claquette, ce qui facilite la consultation ultérieure de centaines de pièces vidéo.